Bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est ça, on a produit une étude à l'IRIS qu'on a publiée en novembre dernier. Je vais vous présenter les grandes lignes là, de cette étude-là aujourd'hui. Premièrement, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire un virage vers le soutien à domicile? Peut-être que vous n'êtes pas les personnes que j'ai le plus besoin de convaincre, mais quand même, peut-être rappeler qu'un virage vers le soutien à domicile, c'est un objectif d'à peu près tous les gouvernements qui se sont succédés au Québec depuis 1979, donc depuis la première politique sur le soutien à domicile. On sait que le maintien à domicile, plutôt que l'hébergement, ça correspond au souhait de la grande majorité des personnes qui sont en perte d'autonomie. On sait aussi que le maintien à domicile, c'est beaucoup plus efficace du point de vue de la santé et aussi d'un point de vue économique. On sait que c'est beaucoup moins coûteux d'offrir des services de soutien à domicile que de construire des dizaines de milliers d'unités d'hébergement pour donner des soins aux personnes en perte d'autonomie. Et avec le vieillissement de la population, bien, ce virage-là est encore plus nécessaire que jamais. Le contexte actuel au moment de la publication de l'étude, qui est un peu le même contexte qu'en ce moment, c'est que d'abord, on est en attente de la nouvelle politique sur le soutien à domicile qui aurait dû être préparée déjà depuis longtemps. Mais là, on l'attend bientôt. Il y a des consultations du ministère donc, qui ont eu lieu autour de cette politique-là. Et aussi, on est dans un contexte où le ministère, malgré qu'il est en consultation, laisse déjà transparaître des orientations qui sont assez préoccupantes par rapport au soutien à domicile. D'abord, on est en période d'austérité budgétaire, comme on le sait là, déjà depuis plusieurs mois en santé et services sociaux. Et ces coupes budgétaires-là n'ont pas épargné le soutien à domicile. Donc, on peut s'attendre à ce que les investissements, le financement qu'on a besoin de faire pour réussir le virage ne soient pas nécessairement au rendez-vous avec cette nouvelle politique-là. On est aussi dans un contexte de privatisation accrue de la prestation des services de soutien à domicile, alors que le gouvernement vient de la loi qui entre en vigueur là, pour empêcher le recours aux agences privées de placement de personnel. On voit les intentions du gouvernement de remettre en question la place du secteur privé sous cette forme-là. Bien, en soutien à domicile, on est très loin de remettre en question la privatisation des services. Au contraire, là, il y a des nouvelles agences qui ne s'appellent pas des agences de placement, mais qui s'appellent des agences de soutien à domicile auxquelles on sous-traite massivement là, les services. Et le gouvernement, la ministre fait preuve d'ouverture là, à l'égard de ces agences-là qui voudraient prendre encore plus de place dans la prestation des services. Et on est aussi face à des brèches vers une tarification des services de soutien à domicile. Le gouvernement au Québec songe à facturer en partie les services de soutien à domicile comme si ces services-là ne faisaient pas partie intégrante du système de santé et de services sociaux au Québec. Les principaux éléments de l'étude, d'abord, l'objectif principal de cette étude-là, c'était de proposer un modèle de soutien à domicile pour le Québec. Donc, c'est une étude propositionnelle. Il y a 3 volets principaux à l'étude. Le premier volet, c'est un état des lieux du soutien à domicile au Québec. Donc, c'est quoi le modèle actuel de soutien à domicile au Québec? C'est quoi ensuite les modèles internationaux les plus inspirants? On est allé voir les pays qui sont réputés pour leurs services de soutien à domicile pour voir qu'est-ce qu'on fait là-bas de bien puis qu'est-ce qu'on pourrait reproduire ici au Québec. Et enfin, on s'est inspiré de ces modèles-là pour proposer un modèle pour le Québec. Pour chacun de ces volets-là, on a insisté sur 3 axes principaux. D'abord, le financement des services, la prestation des services et la gestion des services. La présentation d'aujourd'hui, donc, les principales parties, on va voir ces 3 aspects-là de l'étude. Donc, d'abord, un état des lieux du soutien à domicile au Québec. On va voir c'est quoi les modèles internationaux qui pourraient être inspirants pour le Québec. Et ensuite, on va présenter c'est quoi le modèle que l'IRIS propose dans son étude, en insistant particulièrement en points 4 et 5 sur l'aspect financement, parce qu'on sait que c'est toujours le nerf de la guerre, le financement.
Et finalement, en conclusion, si on a le temps, on va présenter les principales recommandations que nous, on a fait à la ministre lors des consultations, mais même si on n'a pas le temps de se rendre là, de toute façon, essentiellement, nos recommandations, c'est d'appliquer les conclusions principales de notre étude. Donc, vous allez avoir le matériel principal. Donc, l'état des lieux. Au niveau du financement actuel, dans le modèle actuel de soutien à domicile au Québec, au niveau du financement, on est principalement dans du sous-financement. Les données sont très claires à cet égard-là. D'abord, quand on regarde les dépenses en soins de longue durée en proportion du PIB et qu'on compare ça avec les autres pays de l'OCDE, et là, les soins de longue durée, ça inclut le soutien à domicile, mais ça inclut aussi l'hébergement. Donc, c'est tous les services de soins de longue durée confondus. Quand on regarde, le Canada, il est au-dessus de la moyenne de l'OCDE pour le pourcentage de son PIB consacré au financement des soins de longue durée, mais le Québec, lui, il est en dessous de la moyenne de l'OCDE. Donc, on finance nos soins de longue durée moins, on accorde un poids moins important dans notre économie au financement des soins de longue durée que la moyenne des pays de l'OCDE et que le reste du Canada également. Mais on accorde moins de financement aux soins de longue durée, alors que par ailleurs, les besoins dans notre société sont plus importants parce qu'on est au Québec une des sociétés les plus vieillissantes au monde. Quand on regarde la part des 65 ans et plus dans la population, on voit que le Canada est juste au-dessus de la moyenne de l'OCDE, mais le Québec, lui, il est largement au-dessus de la moyenne de l'OCDE pour ce qui est de la part des 65 ans et plus dans sa population. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que nos besoins sont plus grands qu'ailleurs, mais on investit moins qu'ailleurs pour répondre à ces besoins-là. Au niveau de la prestation, bien, historiquement, au Québec, la prestation du soutien à domicile était publique. C'était même une originalité du modèle québécois. C'est les CLSC qui étaient responsables de la prestation des services de soutien à domicile. Mais depuis plusieurs années, depuis même les années 80, on a commencé à privatiser la prestation des services de soutien à domicile. Donc ça, c'est des services qui sont financés par les fonds publics, qui sont financés par le gouvernement et qui devraient être donnés par les CLSC, mais qui sont sous-traités à des entreprises privées, en majorité à but lucratif. Je parlais tantôt des agences privées de placement de personnel. On sait que le gouvernement veut se débarrasser des agences privées de placement de personnel et dans le reste du réseau, il est relativement parvenu là, à diminuer fortement le recours aux agences. Dans l'ensemble du réseau, les dernières données que j'avais vues, on était à moins de 2 % des heures totales de service dans l'ensemble du réseau qui étaient données par des employés d'agences de placement. En aide à domicile de courte et de longue durée, en 2023-2024, c'est 38 % des heures qui ont été données par des employés d'agences de placement de personnel. Donc, une très forte proportion des heures sont sous-traitées à des agences de placement. Là, je ne sais pas comment les établissements publics vont se dépatouiller avec l'interdiction de recourir aux agences. Mais bon, on va peut-être recourir aux services d'agences qui ne sont officiellement pas des agences de placement, mais qui sont des agences de soutien à domicile. On verra, je n'ai pas encore eu accès aux données les plus récentes. Quand on regarde la répartition des heures d'aide à domicile de longue durée, donc ça, c'est les heures d'aide à domicile qui servent vraiment au maintien à domicile, la très grande majorité de ces heures-là sont données par des employés qui ne sont pas du secteur public. Les employés de CLSC, là, les A3S, là, désormais, donnent moins de 13 % des heures de service d'aide de longue durée, d'aide à domicile de longue durée. La moitié des heures sont données par des fournisseurs privés et un peu plus du tiers des heures sont données par des travailleuses du chèque emploi-service. Quand on prend le 51 % d'heures qui sont données par les fournisseurs privés et qu'on le détaille, ce qu'on constate, c'est que la grande majorité de ces heures-là données par des fournisseurs privés sont données soit par des résidences privées pour aînés, en rouge, ou par des agences de placement de personnel, en jaune. Il y a une petite minorité d'heures qui sont données par les ESSAD, des entreprises d'économie sociale, donc par des entreprises à but non lucratif, mais la majorité des heures sous-traitées sont sous-traitées à des entreprises à but lucratif et même en forte proportion à des résidences privées pour aînés qui sont officiellement pas de l'hébergement, mais on s'entend que quand on est obligé d'aller dans une RPA pour recevoir des services, c'est une sorte de maintien à domicile qui est plus ou moins réussi. Au niveau de la gestion des services,
Le soutien à domicile est caractérisé par une forte implantation de ce qu'on appelle la nouvelle gestion publique. En fait, le soutien à domicile, la nouvelle gestion publique, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans les services publics au Québec et même ailleurs dans le monde, et pas juste dans les services de santé, les services sociaux, mais on retrouve ces méthodes de gestion-là particulièrement au niveau du soutien à domicile. Et c'est quoi la nouvelle gestion publique? Bien, c'est de dire un peu ce qu'on ne peut pas privatiser, on va le gérer comme une entreprise privée. Donc, on va importer dans le secteur public les méthodes de gestion du secteur privé. Et c'est quoi ces méthodes de gestion-là du secteur privé? Bien, c'est notamment la gestion qu'on dit maigre, la fameuse gestion lean. La gestion maigre, ce que ça veut dire, c'est on va faire toujours plus avec moins. Donc, on va demander aux employés on va pressuriser les employés pour qu'ils soient le plus productifs possible, mais en donnant le moins de ressources possible. On va consacrer le moins de ressources possible pour essayer d'avoir le plus de résultats possible. C'est une gestion aussi qu'on dit industrielle, qui est directement inspirée des usines de fabrication d'automobiles. On appelle ça parfois le toyotisme, hein, inspiré de l'usine Toyota. Donc, on va standardiser les interventions. On va dire, on va vraiment dire, bien, un bain, ça devrait être donné de telle manière et ça devrait prendre tant de temps. On va minuter les interventions. On va faire des moyennes et on va dire, bien, si à tel endroit, on est capable de donner un bain en 12 minutes, bien, tout le monde devrait être capable de donner un bain en 12 minutes. Hein. On va faire des critères de performance comme ça. C'est aussi une gestion qui est hiérarchisée, qui est autoritaire et qui est centralisée. Dans une entreprise privée, c'est pas une entreprise privée, c'est pas une organisation démocratique. Hein. C'est le patron en haut qui gère, qui décide et qui va imposer sa manière de gérer les choses aux employés. Bien, c'est ces méthodes-là qu'on a imposées dans le réseau public depuis de nombreuses années. On le sait, hein, on a un réseau qui est très centralisé. On a des chaînes de commandement qui sont top-down et qui vont avoir tendance à réduire l'autonomie professionnelle des travailleuses qui donnent les services sur le terrain. Et c'est une gestion qui est aussi très bureaucratique parce qu'on va essayer de contrôler l'efficacité des travailleuses sur le terrain, leur performance, avec des indicateurs de gestion, de la production de statistiques. On va demander aux employés sur le terrain de remplir des papiers, la fameuse paperasse, là, pour produire des statistiques, pour que les gestionnaires en haut de la pyramide puissent évaluer la performance des employés sur le terrain. En soutien à domicile, ça prend énormément de place. C'est plus du tiers des heures là, des employés de soutien à domicile qui sont consacrés à remplir de la paperasse administrative statistique. Le résultat de notre modèle québécois actuel de soutien à domicile, c'est d'abord des problèmes graves d'accès aux services. Hein. Qu'est-ce qui arrive quand on sous-finance les services, quand on les privatise et quand on impose des méthodes de gestion comme celle de la nouvelle gestion publique? Bien, on se retrouve avec des problèmes graves d'accès. En ce moment, le taux de réponse aux besoins en soutien à domicile, il est de moins de 11 % au Québec. Ça, le taux de réponse aux besoins, là, je précise que c'est le taux de réponse aux besoins qui ont été évalués. Donc, on prend toutes les personnes qui ont eu une évaluation de leurs besoins. Puis là, on a évalué leurs besoins, puis on a dit, toi, tu as besoin de 25 heures par semaine, toi, tu as besoin de 12 heures par semaine. On additionne toutes ces heures-là, puis on réussit à donner moins de 11 % de ces heures-là de besoins évalués. Donc, on ne compte même pas toutes les personnes qui n'ont même pas encore réussi à avoir une évaluation de leurs besoins. Bien, quand on a des problèmes graves d'accès, ce qui se produit, c'est que les gens qui ont les moyens de payer, bien, ils vont se retrouver à devoir payer sur le marché privé pour avoir accès à des soins de longue durée. On estime que les dépenses de santé moyennes annuelles par ménage au Québec en soins de longue durée sont de 840 $. Et ça, c'est par moyenne, par ménage, y compris tous les ménages où il n'y a aucun besoin en soins de longue durée. Si on faisait la moyenne avec seulement les ménages où il y a des besoins, le montant serait beaucoup plus élevé. Donc, les gens dépensent dans le secteur privé pour acheter des services de soutien à domicile, des soins de longue durée. On est à près de 17 000 personnes en attente de premiers services de soutien à domicile au Québec. Et quand on regarde la proportion des dépenses de santé des ménages qui sont consacrées à l'achat de soins de longue durée dans l'ensemble des pays de l'OCDE, ce qu'on constate, c'est qu'au Canada, on est un des pays où les ménages vont consacrer
une des parts les plus importantes de leurs dépenses de santé à l'achat de soins de longue durée. Donc, on voit qu'il y a vraiment des enjeux d'accès aux services publics gratuits au Québec. Un autre résultat de notre modèle, c'est des problèmes d'accès, mais c'est aussi des problèmes au niveau de la qualité des services. Il y a une dégradation importante de la qualité des services de soutien à domicile dans les dernières décennies. On connaît très bien les conséquences négatives de la nouvelle gestion publique et de la privatisation des services de santé, des services de soutien à domicile sur la qualité, parce que ces conséquences-là sont largement documentées dans de nombreuses recherches scientifiques qui ont été menées au Québec et aussi ailleurs dans le monde. On n'est pas les seuls à avoir privatisé, à avoir imposé la nouvelle gestion publique, et partout où ça a été fait, les constats sont les mêmes. On dégrade la qualité des services quand on va dans cette voie-là parce qu'on arrive à déshumaniser les services, quand on se met à minuter les interventions puis à traiter les gens comme sur une usine de montage d'une voiture, bien évidemment que les services vont être déshumanisés. On se retrouve avec des mauvaises conditions de travail parce que les services privatisés sont moins bien payés. Les gens qui travaillent dans le secteur privé sont moins bien payés. Et même dans le secteur public, avec l'imposition de la nouvelle gestion publique, ça vient aussi avec une dégradation des conditions de travail pour les employés. Quand on privatise, on a une formation moins bonne des employés. On sait que les entreprises privées vont réclamer une formation beaucoup moins poussée que dans le secteur public. Mais là, avec la nouvelle gestion publique, dans le secteur public aussi, on commence à réduire les exigences de formation. Donc, il y a une dégradation de la qualité qui se produit un peu partout. On se retrouve avec des méthodes de travail à la chaîne. Quand il y a une pression pour être de plus en plus productif avec de moins en moins de ressources, bien, on a l'impression, effectivement, d'être en train de soigner les gens à la chaîne plutôt que de prendre soin des gens. Ça vient avec un fort roulement de personnel parce qu'il y a plusieurs catégories d'intervenants qui vont intervenir auprès d'une même personne. Les conditions de travail sont mauvaises, donc il va y avoir un plus grand roulement de personnel. Ça vient avec un manque de continuité des services, et ça, c'est central dans la qualité, la continuité des services, parce que si on privatise, bien, les personnes qui viennent d'une agence de placement de personnel ne sont pas intégrées dans l'équipe multidisciplinaire du réseau public. C'est difficile de faire des liens, de faire des suivis. Et ça vient avec un manque de temps des travailleuses. Et ça, c'est dénoncé par les travailleuses elles-mêmes dans des sondages. Là, tout ce que je vous dis là, il y a des sondages qui ont été faits, des études qui ont été faites auprès des travailleuses du soutien à domicile au Québec et qui démontrent tout ça. Et un manque d'intégration des services également. Donc, tout ça, c'est un peu déprimant, mais on peut aller voir ailleurs parce qu'il y a des modèles qui fonctionnent. Le modèle au Québec, il est brisé, il ne fonctionne plus. Mais il y a des modèles dont on peut s'inspirer. Deux grands modèles qu'on a retenus, là, qui ressortent du lot quand on va voir les pays qui se distinguent par les meilleurs services de soutien à domicile. Le premier modèle, c'est le modèle assurantiel qui a été implanté en Allemagne dans les années 90 et plus récemment, il y a le Japon et la Corée du Sud qui ont suivi aussi. Ce modèle-là, c'est un modèle qui ressemble un peu au modèle de l'assurance-emploi. C'est-à-dire que c'est vraiment une assurance sociale à laquelle les gens cotisent sur la base de leur salaire. Donc, les employeurs et les travailleurs cotisent à une assurance toute leur vie. Éventuellement, quand ils ont besoin de services en raison d'une perte d'autonomie, bien là, ils vont recevoir des prestations, soit en argent pour s'acheter des services sur le marché privé, soit en nature sous forme de services offerts directement. C'est un modèle qui est avec une universalité, qui est un modèle universel. Donc, l'ensemble de la population est couverte dans ces différents pays-là par l'assurance, comme par exemple l'assurance chômage ici. Mais c'est une universalité qui est restreinte au sens où la couverture qui est offerte, elle est limitée. C'est pas dans ces différents pays-là, c'est pas l'ensemble des besoins qui sont couverts. Par exemple, si une personne, on évalue qu'elle a besoin de 25 heures de soins par semaine, bien, elle ne sera pas couverte pour ces 25 heures-là. Il y a seulement une partie qui va être couverte et le reste va devoir être payé par la personne. Donc, il y a des copaiements. Au niveau du financement, c'est un financement qui est majoritairement public par des cotisations obligatoires qui sont prélevées sur les salaires, comme pour l'assurance chômage.
Au niveau de la prestation, c'est une prestation qui est essentiellement privée à but lucratif. Donc, en Allemagne, au Japon, en Corée du Sud, on n'a pas remis en question la privatisation. Au contraire, la mise en place du modèle assurantiel s'est accompagnée d'une privatisation des services. Les gens, quand ils reçoivent leurs prestations en nature, c'est un financement qui est public, mais les entreprises qui donnent les services, ce sont des entreprises privées, ou encore les gens reçoivent des paiements et ils vont eux-mêmes s'acheter des services sur le marché privé. Et au niveau de la méthode de gestion, il n'y a pas non plus de remise en question de la nouvelle gestion publique. Au contraire, le modèle assurantiel, c'est quand même un modèle qui est inspiré de la nouvelle gestion publique. L'objectif principal de la mise en place du modèle assurantiel dans ces différents pays-là, c'était de réduire les coûts. On voulait offrir des services, mais en réduisant les coûts des services offerts à la population vieillissante, donc nouvelle gestion publique. Et c'est une gestion qui est principalement régionale ou locale. Donc, c'est une gestion qui est plutôt décentralisée dans les différents pays. L'autre grand modèle, c'est le modèle nordique. Donc, c'est le modèle des pays scandinaves comme le Danemark, la Suède, la Norvège. C'est aussi un modèle qui est universel, donc l'ensemble de la population est couverte, mais c'est une universalité qu'on pourrait qualifier de large, c'est-à-dire que c'est une couverture des besoins qui est complète. C'est des pays qui offrent une quasi-gratuité des services. Dans certains cas, il y a des copaiements, mais en général, c'est plutôt, quand il y a des copaiements, c'est des montants très faibles là, qui sont plafonnés. Le financement, c'est un financement qui est public par le biais des impôts ou de la taxation générale. Donc, ce n'est pas des cotisations basées sur les salaires. Au niveau de la prestation, historiquement, dans le modèle nordique, c'est une prestation publique. Donc, c'est les employés du secteur public qui faisaient la prestation des services. Depuis le début des années 2000, il y a des brèches vers la privatisation des services dans certains de ces pays-là. Et au niveau de la gestion, il y a aussi eu depuis quelques années des brèches vers la nouvelle gestion publique. La nouvelle gestion publique, c'est vraiment un phénomène international. On n'est pas les seuls au Québec à avoir été influencés par ce courant-là. Donc, ça a été aussi, il y a eu des brèches vers la nouvelle gestion publique dans les pays nordiques. Et c'est une gestion qui est très décentralisée dans les pays nordiques. C'est les municipalités, en fait, qui sont responsables de la prestation des services de soutien à domicile et de la gestion des services de soutien à domicile dans ces pays-là. Et d'ailleurs, c'est les municipalités qui vont lever les impôts aussi pour financer ces services-là. Donc, elles ne dépendent pas entièrement du gouvernement central pour financer leurs services. Donc, les avantages et les désavantages de ces deux modèles-là, au niveau du modèle assurantiel, son avantage principal, le plus important, c'est qu'il permet un élargissement rapide de l'accès aux services avec un coût qui est relativement peu élevé. En Allemagne, malgré qu'on a réussi à élargir fortement l'accès aux services, il y a beaucoup plus de gens qui reçoivent des services qu'avant, l'Allemagne dépense en fait pas beaucoup plus que le Canada, en fait à peu près l'équivalent que le Canada pour ses soins de longue durée. Donc, c'est un coût qui est relativement peu élevé. Un autre avantage, c'est qu'un financement par cotisation qui est dédié à une assurance spécifique, comme une assurance pour les soins de longue durée, c'est susceptible de rencontrer moins de résistance que lever les impôts, qu'augmenter les impôts, parce que les gens vont savoir exactement pourquoi ils payent. Ils n'auront pas moins la crainte que ces fonds-là soient utilisés pour autre chose. Et d'ailleurs, c'est un autre désavantage, c'est que la caisse autonome d'un régime d'assurance, ça réduit les risques d'un détournement des fonds vers d'autres fins, mais ça n'élimine pas ces risques-là, surtout pas au Canada où on sait que le gouvernement fédéral ne s'est pas gêné pour aller puiser dans la caisse d'assurance-emploi, dans les surplus de la caisse pour financer les autres missions de l'État, et la Cour suprême a d'ailleurs dit que c'était légal comme pratique. Donc, il n'y a rien qui empêche un gouvernement d'aller piger dans cette caisse-là. Au niveau des limites de ce modèle-là, d'abord, c'est un mode de financement qui est moins progressif que l'impôt. C'est-à-dire qui est moins redistributif, qui est moins équitable, parce que l'impôt, plus on est riche, plus le pourcentage d'impôt qu'on paie est élevé. Donc, plus on est riche, plus on contribue. Ça fait une forme de redistribution vers les personnes qui sont plus défavorisées. Alors que quand on paye par cotisation sur les salaires,
bien, le pourcentage avec des cotisations, il est le même pour tout le monde, hein. Les cotisations à l'assurance-emploi ne changent pas en fonction du niveau de revenu. Le pourcentage de cotisation ne change pas. Donc, c'est un financement qui est moins progressif que l'impôt. Le financement par cotisation a tendance à réduire, en fait, le financement par les entreprises a tendance à être réduit quand on finance par cotisation basée sur les salaires. Et ça, c'est parce que les entreprises, dans notre société, dans notre économie actuelle qui est de plus en plus financiarisée, bien, les entreprises font beaucoup de profits avec de moins en moins de salariés. Entre autres, principalement, les grandes entreprises du secteur de la finance vont être capables de dégager des grands profits sans avoir beaucoup de salariés. Et donc, même s'ils font beaucoup de profits, ils ne vont pas nécessairement beaucoup cotiser à ces fonds-là parce que les cotisations ne sont pas basées sur leurs profits, mais sont basées sur les salaires de leurs employés. Et donc, ça fait qu'il y a une tendance à, et on va le voir tantôt, là, à des pertes de revenus de la part des entreprises là, pour financer ces services-là. Avec un modèle comme ça, il y a le maintien d'une charge financière individuelle importante. Je l'ai dit, hein, le modèle assurantiel, ça vient avec des copaiements par les personnes qui reçoivent les services. L'Allemagne, c'est aussi un des pays où les dépenses de santé consacrées à l'achat de soins de longue durée sont les plus élevées. Donc, même s'il y a beaucoup plus de gens qui sont couverts par ces services-là, bien, les gens doivent quand même payer des montants importants pour avoir accès aux services. Une autre des limites de ce modèle-là, c'est qu'avec la nouvelle gestion publique, avec la privatisation qui a accompagné la mise en place de ces modèles-là, on a eu les mêmes effets négatifs sur la qualité en Allemagne et en Corée, au Japon, qu'on a pu observer ici au Québec. Et finalement, le modèle de cash for care, c'est-à-dire on reçoit de l'argent plutôt que des soins et ensuite on achète les services sur le marché privé, ça a tendance à reproduire les inégalités de sexe et les inégalités raciales aussi parce que, en fait, souvent, les personnes à qui on va acheter des services, ça va soit être la conjointe ou une femme proche du ménage qui va pas aller sur le marché du travail pour donner les soins, ou encore, ça va être des travailleurs, des travailleuses migrants qui vont être surexploités. Et d'ailleurs, le modèle allemand est fortement basé sur une immigration précaires. Les soins là-bas sont en bonne partie donnés par des migrants précaires. D'ailleurs, ça a posé problème pendant la pandémie parce que les gens ne pouvaient plus franchir la frontière aussi facilement. Au niveau du modèle nordique, les avantages, c'est que le financement, il est plus progressif et redistributif parce que c'est un financement qui est davantage basé sur l'impôt. C'est un des modèles de soutien à domicile parmi les plus généreux au monde, c'est-à-dire qu'on a un accès large et une quasi-gratuité des services. Il y a un degré élevé d'équité, tant sur le plan du financement que sur le plan de la prestation. On a une prestation publique qui ne repose pas sur une main-d'œuvre qui est précarisée et qui est sous-financée. On dit même dans ces pays-là que les services publics favorisent ce qu'on appelle la défamilialisation des services, c'est-à-dire que les services de soins à la personne ne reposent plus sur la famille et donc souvent sur les femmes de cette famille-là. Ils sont socialisés, ils sont considérés vraiment comme la responsabilité de la société. Les limites, sa plus grande limite à ce modèle-là, c'est son coût élevé. Les pays nordiques, ce sont les pays qui consacrent la plus grande part de leur PIB au financement des soins de longue durée. Ce sont des modèles qui coûtent cher. On va le voir tantôt, on investit beaucoup dans le soutien à domicile dans les pays scandinaves. Une autre limite de ce modèle-là, c'est avec la décentralisation très forte de la gestion des services, il peut y avoir des disparités entre les municipalités dans l'accès aux services parce que ce sont les municipalités qui sont responsables de déterminer les critères d'accès, etc. Donc, il peut y avoir certaines disparités. Et un autre désavantage, en fait, de ce modèle-là, qui n'est pas nécessairement propre au modèle, mais qui est plutôt le résultat des influences internationales, c'est une érosion de ce modèle-là à cause des réformes qui sont inspirées de la nouvelle gestion publique, comme la privatisation des services, qui ont provoqué une réduction de l'accès, une détérioration des conditions de travail et de la qualité des services, une tendance à la désolidarisation et à la refamilialisation, en fait, des services. Donc, dans les dernières années, il y a une dégradation de l'accès et de la qualité des services dans les pays nordiques, mais malgré ça,
ils font quand même encore aujourd'hui beaucoup mieux que le Québec parce que, entre autres, parce qu'on accepte de financer massivement ces services-là. Donc, les bases de modèle pour le Québec maintenant, un principe de base, ben c'est, on s'est dit à l'IRIS qu'on doit apprendre des erreurs du Québec et des erreurs qui ont été faites aussi à l'international. Et on doit, dans l'élaboration d'un modèle pour le Québec, éviter les erreurs de la nouvelle gestion publique et de la privatisation des services. Donc, ce qu'on recommande, c'est de confier l'intégralité de la prestation des services de soutien à domicile au CLSC. Donc, on recommande de réintégrer les services qui ont été sous-traités dans les CLSC. Et on a de la chance au Québec, on a une infrastructure qui existe, les CLSC, et qui a une expertise dans ce secteur-là. C'était la responsabilité historique des CLSC d'être les principaux prestataires de services de soutien à domicile. Donc, on a les bases là, nécessaires pour être capable de réintégrer assez facilement ces services-là au sein du secteur public pour rehausser la qualité des conditions de travail, rehausser du même coup la qualité des services. Au niveau de la gestion, on considère que la gestion centralisée des services à domicile par Santé Québec, c'est une erreur. La centralisation de la gestion, c'est une erreur. On doit avoir une gestion des services de soutien à domicile qui est décentralisée. Donc, en fait, on propose de confier la gestion des services de soutien à domicile à 400 pôles sociaux de première ligne. Donc, ces 400 pôles sociaux-là seraient responsables de l'ensemble des services de première ligne, pas seulement des services de soutien à domicile. Et ces pôles sociaux-là seraient des instances décisionnelles décentralisées, réparties un peu partout sur le territoire québécois. Et ce serait quoi ces instances-là décisionnelles? Bien, ce seraient des conseils d'administration qui seraient élus démocratiquement, donc un tiers de membres du personnel, un tiers de la population locale et un tiers de gestionnaires composeraient les conseils d'administration. Et cette nouvelle méthode de gestion-là, ce serait en quelque sorte une manière d'inverser la chaîne de reddition de comptes. En ce moment, les contrôles sur les employés sont très hiérarchiques, bureaucratiques, centralisés, donc sont très top-down. Bien, avec une gestion comme celle-là, on aurait plutôt un contrôle démocratique et local, donc un contrôle bottom-up. Ce serait la population locale, les personnes qui reçoivent des services, qui seraient représentées sur les conseils d'administration, qui seraient les mieux placés pour identifier s'il y a des problèmes dans la prestation de services, si les services parviennent à répondre aux besoins et comment on doit les adapter pour bien répondre aux besoins des populations locales. Et on n'invente pas grand-chose, en fait, avec ce modèle-là. À l'IRIS, ça peut sembler farfelu comme modèle, mais on l'a vu, c'est le modèle qui existe dans les pays nordiques, mais c'est aussi le modèle qui existait au Québec au moment de la création du système public dans les années 70, parce qu'il faut savoir qu'au départ, au Québec, tous les CLSC, tous les CHSLD, tous les hôpitaux avaient chacun leur propre conseil d'administration et les CLSC, qui étaient responsables de gérer les services de soutien à domicile, avaient un conseil d'administration qui était entièrement élu et qui était composé à quasi-majorité par la population locale. Donc, en fait, on s'inspire de modèles qu'on connaît déjà au Québec. On n'est pas en train d'implanter quelque chose de complètement étranger. Donc ça, c'est un peu une illustration du modèle de gestion actuel qui est très hiérarchique, top-down, centralisé, avec beaucoup de sous-traitance et de privatisation. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de revenir à un modèle où les usagères et les usagers des services, donc la population qui reçoit les services, sont au cœur, ont un réel pouvoir, une réelle prise sur leurs services, et aussi un modèle où les travailleuses et les travailleurs ont aussi un contrôle sur leurs conditions de travail et sur la manière dont les services sont organisés, parce que les travailleuses et les travailleurs aussi seraient représentés sur les conseils d'administration. Donc, au niveau du financement, là, on entre vraiment dans le nerf de la guerre, comme on dit. Quelques faits incontournables. Le virage vers le soutien à domicile, il est promis, je l'ai dit, depuis très longtemps au Québec, depuis 45 ans. La raison pour laquelle on n'a jamais réussi ce virage-là au Québec, c'est parce qu'il n'y a aucun gouvernement qui n'a consenti à faire les investissements massifs qui sont indispensables si on veut réussir le virage vers le soutien à domicile.
C'est important de se rappeler qu'au Québec, on est une société riche. C'est pas vrai qu'on manque de moyens pour être capable de mettre en place un véritable investissement dans les services de soutien à domicile. Et le modèle nordique nous montre que c'est tout à fait possible d'investir massivement en soutien à domicile sans ruiner les finances publiques, et c'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, là, on va comparer ce que le Québec investit en soutien à domicile avec ce que les pays nordiques investissent. Au Québec, on investit 1,4 de notre PIB aux soins de longue durée. En Norvège, c'est 3,5 donc c'est beaucoup plus qu'au Québec. De ce pourcentage-là des soins de longue durée, on consacre un pourcentage au soutien à domicile spécifiquement. Au Québec, c'est 39 des soins de longue durée qui sont consacrés au soutien à domicile. En Norvège, c'est 55 des dépenses en soins de longue durée qui sont consacrées au soutien à domicile. Si au Québec, en ce moment, on investit 3 milliards de dollars par année en soutien à domicile. Si au Québec, on investissait l'équivalent de la Norvège dans les services de soutien à domicile, en proportion de notre PIB, on investirait 11 milliards de dollars plutôt que 3 dans nos services de soutien à domicile. Et si on tient compte du vieillissement de la population, parce que le Québec a une population qui est beaucoup plus vieillissante que la Norvège, donc les besoins sont plus grands, on serait à presque 13 milliards de dollars qu'on devrait investir au Québec pour avoir des investissements comparables à ceux de la Norvège en soutien à domicile. Ça nous permettrait de faire passer notre taux de réponse aux besoins de moins de 11 à 66 donc, on serait désormais capable de répondre aux 2/3 des besoins plutôt qu'à peine le 10e des besoins auxquels on peut répondre. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que, oui, ça coûterait beaucoup plus cher en soutien à domicile, on investirait beaucoup plus en soutien à domicile, mais qu'est-ce qu'il y en est des dépenses totales de santé? Ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, au Québec, on est derrière les États-Unis, l'endroit dans les pays de l'OCDE où on consacre la plus grande part de notre PIB à financer notre système de santé. Les dépenses totales de santé, donc les dépenses publiques et privées totales de santé, là, au Québec, ça nous coûte très cher pour financer nos services de santé. Quand on regarde les pays nordiques, qui consacrent pourtant beaucoup plus d'argent que nous au soutien à domicile, ce qu'on voit, c'est que les pays nordiques consacrent beaucoup moins que le Québec à leurs dépenses totales de santé. Et donc ça, ce que ça indique, il y a plusieurs raisons pourquoi les pays nordiques dépensent moins en proportion de leur PIB. La Norvège, c'est un cas particulier, là, c'est lui qui dépense le moins, c'est parce que son PIB, il est très élevé à cause du pétrole. C'est un État pétrolier, donc disons qu'on met ce cas-là à part, on dépense quand même beaucoup plus que la Norvège, que la Suède et que le Danemark. Là-bas, c'est des sociétés plus égalitaires. Il y a beaucoup d'investissements dans plusieurs services publics. Ça réduit les problèmes de santé, ça réduit la demande de services. Mais quand on investit beaucoup en soutien à domicile, on réduit aussi la demande de services de santé. On réduit les demandes en hébergement qui coûtent beaucoup plus cher que le soutien à domicile. On réduit la demande en services d'urgence pour les personnes âgées pour lesquelles on n'a pas réussi à prévenir les problèmes de santé parce qu'on n'a pas offert des services de soutien à domicile. Donc, si on investissait davantage en soutien à domicile, on pourrait potentiellement économiser beaucoup d'argent pour nos dépenses totales de santé. Là, je vous épargne les détails, mais si on regarde la dernière colonne ici, ce qu'on voit, c'est que si le Québec dépensait l'équivalent, par exemple, du Danemark pour ses dépenses totales de santé, ça nous coûterait 23 milliards de moins par année en proportion de notre PIB, là, si on dépensait l'équivalent du Danemark pour nos dépenses totales de santé. Donc, il y a de l'argent à aller chercher en faisant de la prévention puis en faisant des bons services de soutien à domicile. Mais est-ce qu'on a les moyens d'investir tous ces milliards dans un virage vers le soutien à domicile? On a été voir les sources de financement possibles pour ces services-là qu'on voudrait mettre de l'avant. Donc, si on voulait être très ambitieux et investir autant que la Norvège, en ce moment, on investit 3 milliards. On a dit que pour être comme la Norvège, il faudrait investir, en tenant compte du vieillissement de la population, 12,7 milliards. Donc, ça garde 9,7 milliards de plus qu'il faudrait mettre dans le soutien à domicile au Québec pour faire comme la Norvège. Bien, comment on va aller financer ça? D'abord, si on fait ces investissements-là aussi massifs, très, très rapidement, on va réduire des coûts au niveau, par exemple, on n'aura pas besoin de construire des maisons des aînés en aussi grande quantité.
On n'aura pas besoin non plus d'héberger des gens à l'hôpital, ce qui coûte 3 fois plus cher que de leur donner des services à domicile. On n'aura pas besoin non plus on va avoir beaucoup moins de consultations à l'urgence parce qu'on va pouvoir prévenir certaines consultations. Donc, on va réduire les coûts. Il y a des transferts fédéraux aussi qui ont été déjà engagés pour les soins de longue durée. On pourrait les investir dans le soutien à domicile entièrement. On pourrait aller chercher de l'argent du côté de la surrémunération médicale. À l'IRIS, on a fait des études qui montrent que les médecins, en moyenne, là, dans les dernières années, globalement, reçoivent 1,6 milliard de trop par année. Ça, c'est des calculs conservateurs, là, si on les compare aux autres employés du réseau. Donc, on pourrait aller chercher de l'argent du côté de la surrémunération médicale. Ça laisserait un peu moins de 4 milliards de dollars par année qu'il faudra aller chercher dans les poches des entreprises d'une part et des particuliers d'autre part. Mais est-ce que les entreprises et les contribuables ont les moyens de faire cette contribution-là au financement du soutien à domicile? Bien, il faut savoir que du côté des entreprises, il y a une diminution de la contribution fiscale des entreprises depuis 1999, une diminution très importante. Quand on regarde les entreprises au Québec, la croissance réelle de leurs bénéfices nets entre 1999 et 2019, leurs bénéfices nets ont connu une croissance de 324 % depuis 1999. Mais leur cotisation au Fonds des services de santé, ça, c'est une des formes de cotisation salariale que les entreprises font pour financer les services de santé, elle a augmenté de seulement 40 % pendant la même période. Et le total de leurs prélèvements fiscaux au Québec à ces entreprises-là, elles ont augmenté seulement de 68 % pendant la même période. Si la croissance des prélèvements fiscaux et des cotisations au Fonds des services de santé avait été la même que la croissance de leurs bénéfices, pendant la même période, on aurait aujourd'hui 19 milliards de dollars de plus dans le total du Trésor québécois et on aurait 10 milliards de plus spécifiquement pour les services de santé de la part des entreprises par année. Donc, il y a vraiment de l'argent à aller chercher de ce côté-là. Les entreprises ont les moyens de cotiser pour financer le virage vers le soutien à domicile. Du côté des particuliers, c'est un peu le même phénomène qui s'est produit. Il y a eu une croissance des revenus plus importante que la croissance de la contribution fiscale. Et évidemment que cette croissance-là était plus forte pour les plus favorisés. Donc, plus on fait d'argent au Québec, plus la croissance de revenus a été importante. Pour les 100 000 et plus, là, la croissance en 20 ans a été de 360 % des revenus, alors que pour ceux qui gagnent moins de 50 000 $ par année, la croissance de leurs revenus a été de seulement 24 %. La croissance de l'impôt payé par ces mêmes catégories-là a été partout moins forte que la croissance de leurs revenus. Donc ça veut dire que les gens ont gagné plus d'argent que ce qu'ils ont payé en impôt, la croissance. Si l'impôt payé par année par les individus avait connu la même croissance que la croissance de leurs revenus, pour les 100 000 et plus, on paierait 3 700 de plus par année. Pour la classe moyenne, si on peut dire, ça serait 3 100 de plus par année. Et pour les moins de 50 000 $, ce serait 260 de plus par année qu'on paierait en impôts si la croissance avait été la même. Et ça, c'est sans compter les baisses d'impôts qui ont été accordées par le gouvernement Legault dans les dernières années, qui rajoutent encore de l'espace, si on veut, dans la contribution fiscale. Et ce qu'on voit, c'est que ces baisses d'impôts-là, depuis une vingtaine d'années, elles ont profité le plus aux personnes qui ont les revenus les plus élevés. Si on voulait financer 3,8 milliards, là, comment ça pourrait être réparti entre les contribuables? Bien, par contribuable, en moyenne, là, ça représente 550 $ par année que les contribuables, en moyenne, devraient payer pour financer le virage vers le soutien à domicile. Ça représente 1 % de leurs revenus. Quand on compare avec ailleurs, bien, le modèle allemand, lui, qui est considéré comme pas cher, c'est 1,5 % du revenu qui est consacré à l'assurance pour les soins de longue durée. Et en ce moment, il faut rappeler qu'en ce moment même, en moyenne, les ménages québécois dépensent 840 $ par année pour s'acheter des services de soins de longue durée dans le secteur privé. Mais là, quand on regarde par tranche de revenus, bien, pour les 100 000 et plus, qui représentent 9 % de la population, ça serait 2 900 $ par année. Pour la classe moyenne, ça représenterait, qui représente moins de 30 % de la population, à peu près un peu plus que le quart de la population, ce serait 780 $ par année qu'il faudrait débourser.
Et pour les moins de 50 000 qui représentent près des 2 tiers de la population, bien, ce serait 120 de plus par année qui devraient être faites en contribution. Ça, c'est une possibilité de répartition. Et quand on compare les baisses d'impôts qui ont été accordées depuis 20 ans avec ce que ça coûterait si on voulait faire ce virage-là, si on voulait investir autant que la Norvège, bien, ce qu'on voit, c'est que ce que ça coûterait, c'est que ça coûterait moins que les baisses d'impôts qui ont été consenties depuis 20 ans au Québec. Donc là, bien, j'arrive à ma conclusion, mais je pense que je vais m'arrêter ici pour laisser un petit peu de place aux questions. C'était les recommandations de l'IRIS. La conclusion, essentiellement, ce qu'on recommande, c'est bien, financement massif, déprivatiser les services, confier à une gestion locale et éviter la tarification des services, en résumé. Donc, voilà.